Peu de casque à Noël, Linda, femme de paille. Pixel Fold, Google sort le cache. 2 vies sauvées. Bloqueur bloqué, Vendredi 12 mai 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 391. Bonjour à tous. La production de masse du casque de réalité mixte d'Apple ne commencera qu'au mois de décembre, selon le Wall Street Journal. Apple s'attendrait même à connaître des difficultés à le produire en nombre. Les premiers exemplaires, François, ne seraient pas disponibles avant l'automne au plus tôt. Ah, c'est dommage, toi qui avais commencé à mettre de l'argent de côté pour pouvoir te l'acheter en fin d'année pour Noël, tu ne l'auras peut-être pas sous le sapin, et non pas sur le sapin. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé voir mon sapin de Noël en réalité mixte avec mon beau casque de réalité Apple. Non, plus sérieusement, c'est assez drôle parce que le produit a toujours pas été annoncé, toujours pas sorti, on parle déjà de difficultés de production et du fait qu'il sera en rupture de stock. C'est bien, on commence déjà à entretenir la psychose et je pense que ça risque du coup de provoquer peut-être aussi un achat encore plus compulsif chez certaines personnes. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est une stratégie de la part d'Apple parce que j'en suis pas convaincu. Par contre, ce que ça renforce à mon avis, c'est qu'effectivement ça a été compliqué pour Apple de mettre en place ce produit et potentiellement aussi du coup des difficultés à le produire et pas uniquement à le créer. On verra, pour l'instant ce ne sont que des supputations. Je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous début juin, théoriquement on devrait avoir une belle surprise. On est quand même relativement confiant sur le fait d'avoir la présentation de ce produit et je pense qu'on aura du coup plus d'infos aussi sur peut-être sa mise en vente et sa dispo, même si j'attends bien plus tard l'hiver ou etc. Tu sais, les grands créneaux à la Apple qui courent du coup sur 3 mois, mais c'est pas grave. Ça y est, Elon Musk a choisi un nouveau CEO pour Twitter et donc pour le remplacer en partie. Ce CEO est une femme, il s'agit de Linda Yaccarino, qu'il avait interviewé le mois dernier pendant la conférence Possible à Miami. Mais Linda Yaccarino n'est pas journaliste. Jusqu'à ces dernières heures, elle était la grande patronne de la pub chez NBC Universal. Alors François, est-ce que tu crois qu'elle aura son indépendance de CEO ou est-ce que c'est une femme de paille ? Ah, c'est une belle question, on va laisser le bénéfice du doute. Elon avait dit je mettrai un ou une CEO à la tête de Twitter, il l'a fait. C'est quand même assez cocasse de se dire que cette personne-là a interviewé Elon Musk il y a quelques semaines. Non, je trouve ça intelligent de sa part dans le sens où là on voit vraiment que Twitter c'était clairement en train de partir en cacahuète. Et puis le fait que ce soit plutôt une personne qui est spécialisée dans la publicité, ça montre aussi que l'objectif ça reste quand même de faire du business de Twitter. Même si au début il a vendu ça comme le réseau social où tout le monde pourra dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, etc. Au final il est quand même là pour faire de l'argent, on voit avec les fameux petits badges bleus qui sont maintenant monétisés. À mon avis c'est que le début, mais à l'image de ce qu'on peut avoir sur YouTube, on va l'évoquer bientôt ou autre, voilà, on sent qu'il y a une vraie volonté de se faire de l'argent et je pense que c'est pour ça que c'est elle qui a été recrutée, mais il faut lui laisser sa chance à cette dame. Google ne recule devant rien pour attirer de nouveaux clients vers son premier smartphone pliable, le Google Fold, tout juste officialisé mercredi soir en ouverture de la Google I.O. 2023. Google propose de reprendre l'iPhone des acheteurs du Pixel Fold quasiment au prix d'achat, en tout cas pour les iPhones les plus haut de gamme, le montant maximum étant de $950 pour un iPhone 14 Pro, soit $99 de moins seulement que son prix de vente neuf. Google propose aussi $900 pour le 13 Pro Max d'il y a un an. En revanche, Google ne rembourse que $350 pour un iPhone 14 qui lui est vendu $799 par Apple aux États-Unis. Alors au-delà des montants, François, Google achète clairement ses premiers clients là. Ah là, c'est évident, et puis ses premiers clients haut de gamme aussi. Bon alors tu vas me dire c'est pas trop gênant parce que l'iPhone 14 se vend pas trop, donc du coup ça concernera peu de revendeurs. Non, mais plus sérieusement c'est une stratégie. Samsung l'avait pratiqué aussi, je sais pas si tu te souviens, sur la génération 2 du Galaxy Fold, où il y avait eu des reprises assez agressives des premiers modèles, ceux qui avaient été les bêta-testeurs, on peut le dire. Moi, ça m'interloque dans le sens où ça montre que peut-être que Google n'est pas si confiant ça sur le fait de réussir à en vendre beaucoup, et le fait de racheter des iPhones très chers, ça montre vraiment, allez, venez l'essayer, il est vraiment bien, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il fait envie, honnêtement, il est plutôt sympa. C'est pas ce qui me fera changer de marque. Ça permet aussi pour les gens qui avaient envie de repasser sur Android, de pouvoir toucher un appareil qui sera quand même tout juste sorti, avec une techno plutôt intéressante, pour un prix qui reste relativement raisonnable, dans la mesure où, en gros, de mémoire, il doit être à $1,600-$1,700, donc ça vous fait
que entre guillemets 800 ou 900 € à mettre au bout. Ça reste un prix certain, il faut le dire, mais c'est moyen d'avoir la dernière technologie by Google. 2 nouvelles vies sauvées aux États-Unis par la fonction de détection de chute de l'Apple Watch. C'est vrai que j'ai pas envie de dire toutes les semaines, mais presque on a des infos comme ça dans la presse, surtout aux États-Unis en fait, parce que je trouve qu'en France on n'en voit pas trop qui passent, mais là c'est encore le cas de personnes qui ont eu des accidents, ça a appelé directement, quelqu'un qui est tombé aussi, l'Apple Watch a détecté la chute, etc. C'est plutôt intéressant et ça montre qu'Apple a raison aujourd'hui de communiquer sur le côté santé. On l'a dit et souvent répété, l'Apple Watch première génération, on savait pas trop ce que c'était, mais je trouve que plus on avance et plus l'Apple Watch reste un objet avant tout de bien-être, de santé, de sport, etc. Et Apple va continuer à communiquer là-dessus et sur ces fonctionnalités qui fonctionnent vraiment bien en cas de crash, etc. On voit, voilà, c'est convaincant et ça incite encore plus à garder son Apple Watch au bras, y compris quand tu peux être à te balader ou en voiture ou autre. Ça peut quand même te sauver la vie, je pense. Ouais, dans un cas, c'est un accident de voiture et l'Apple Watch a effectivement à la fois prévenu les secours et la femme et les enfants de l'homme accidenté. D'ailleurs, il a envoyé un message à Tim Cook. Tim Cook qui lui a répondu en lui souhaitant un prompt rétablissement. Et puis dans le deuxième cas, c'est un homme âgé, un 83 ans, qui se promenait au bord d'une rivière. Son genou a lâché, donc il s'est retrouvé au sol. J'ai lu la formule, c'est assez original. Ouais. Son genou a lâché et donc la montre a appelé les secours aussi qui ont alerté sa fille et donc il a pu être secouru. Voilà. C'est pas les premiers exemples. Hein. Non, il y en a des dizaines et des dizaines, mais c'est vrai que souvent c'était plutôt du côté des arrêts cardiaques ou des problèmes de tachycardie et ainsi de suite. Là voilà, ça montre aussi que les nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées sur les derniers iPhones et sur les dernières Apple Watch fonctionnent, en particulier l'accident. Je sais pas si tu te souviens, ça avait fait l'objet de vidéos lors de la keynote et ça a l'air fonctionnel. On a beaucoup bâché ces fonctionnalités-là avec les personnes qui faisaient du ski. Je sais pas si tu te souviens cet hiver où ça faisait des appels alors qu'il n'y avait pas de raison, mais des fois c'est des vrais appels et ça sauve des gens, donc c'est ce qu'il faut voir avant tout, je pense. Et on termine par les bloqueurs de pub sur YouTube, bientôt bloqués peut-être par YouTube, François. Ouais, c'est assez drôle, et du coup tu pourras mettre un bloqueur qui va bloquer le bloqueur. Non, plus sérieusement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Twitter, hein. YouTube, le business plan, c'est la pub, et si vous installez des bloqueurs de pub, du coup vous avez plus de pub, et donc du coup YouTube a pas d'argent. Pas de pub, pas d'argent, donc il y a une nouvelle petite fonctionnalité qui est en train d'être testée qui en fait détecterait les bloqueurs de pub à l'image de ce qu'on peut avoir aussi sur pas mal de sites, hein, en France en particulier. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller sur Allociné ou autre, qui t'indique clairement que si tu as un bloqueur de pub, il faut payer un abonnement. On tend vers ça, voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le client, et si vous voulez pas être le client, du coup faut payer. Donc l'abonnement YouTube, il est quand même pas donné parce que c'est plus d'une dizaine d'euros. Donc voilà, soit vous acceptez d'avoir de la pub, soit vous payez, c'est au choix, même si on sait qu'il existe des moyens, des abonnements YouTube moins chers à l'étranger, mais là ça veut dire utiliser des VPN et autres, donc ça peut être un peu compliqué, mais à vous de voir si vous voulez accepter de continuer à avoir de la pub ou payer pour plus l'avoir. La quotidienne iWeek revient lundi.